bonsoir à toutes et à tous. Il y a presque 10 ans, le 14 juin 2015, dans cette salle, nous rendions hommage à Roger Herrera et à la collection Diaspora qu'il avait créée en 1971. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de poursuivre ce compagnonnage avec la collection et de vous présenter le premier titre de la renaissance de la collection Diaspora, aujourd'hui dirigée par Emmanuel Lévin. Donc nous tenons à remercier les éditions Calman Lévy qui nous ont permis de poursuivre cette aventure ensemble. Et je pense que c'est le premier rendez-vous d'une longue série. Nous remercions également Denis Charbit d'être présent aujourd'hui pour vous parler de ce texte. Nous remercions également Ruben Honigman pour être en conversation avec Denis Charbit. Et bien sûr, Emmanuel Lévin, donc directeur de cette nouvelle collection, dont il reprend l'héritage, on va dire, non sans pression peut-être, mais tout héritage peut être un peu transgressé, et donc on compte aussi sur son audace, et on a vraiment hâte de découvrir tous les ouvrages qui vont permettre d'éclairer le judaïsme et l'histoire juive. Donc merci beaucoup à Calman Lévy, merci beaucoup à Emmanuel. Nous remercions également notre partenaire Academ qui filme ce soir, donc vous pourrez retrouver cette rencontre sur le site d'Academ. Vous pourrez également revoir l'hommage donc rendu à Roger Herrera en 2015 sur le site d'Academ. Donc au programme ce soir, une introduction par Emmanuel Lévin, ensuite donc un dialogue entre Denis Charbit et Ruben Honigman, et ensuite on vous donnera la parole, et puis vous pourrez acheter donc ce nouveau titre de la collection Diaspora, ainsi que des anciens qui sont à la librairie. Donc on est extrêmement heureux d'avoir pu les mettre ce soir à votre disposition. Et voilà. Merci beaucoup d'être là. Et je passe la parole à Marine Montaigu, directrice éditoriale chez Calman Lévy. Merci beaucoup. Moi, je vais vous lire un mot de Philippe Robinet, qui est notre directeur général. Donc, il dirige les éditions Calman Lévy. Il n'a pas pu être avec nous ce soir, malheureusement. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes excuses pour mon absence ce soir. Une série de rencontres à New York, prévues malheureusement depuis des mois, m'empêche d'être présent parmi vous. Mais je tenais à vous dire quelques mots sur la collection Diaspora que nous lançons ce soir au Mage, que je remercie d'ailleurs pour son accueil. Cette collection est évidemment essentielle. Depuis sa création en 1836, la maison Calman Lévy est fortement engagée dans le débat intellectuel. Aujourd'hui, remettre en lumière son patrimoine en proposant à de nouveaux auteurs et autrices de bénéficier de cette histoire et d'en assurer la continuité éditoriale et intellectuelle est notre volonté. Merci à ceux qui sont là ce soir de nous avoir accordé leur confiance. Merci infiniment à Madame Irène Herrera d'être présente. C'est bien dans les pas de votre mari, Roger Herrera, que nous avons modestement la volonté de nous inscrire. Bravo à Emmanuel Lévin d'avoir accepté de relever ce défi que je lui ai proposé, d'en être le directeur de collection. C'est une lourde responsabilité, mais je crois, cher Emmanuel, que le programme que sous ta direction nous présentons ce soir et présenterons à l'avenir a l'ambition intellectuelle requise pour cette collection, plus indispensable que jamais. Merci pour votre attention et bonne soirée. Moi, je vais juste ajouter un mot au nom des équipes Calman Lévy, et notamment, je voudrais remercier les équipes qui défendent avec passion nos livres et nos collections, notamment Marie Merveilleux, Charlotte Varlet et Antoine de la Burgade. Je voudrais aussi remercier Denis Charbit et tous les auteurs qui acceptent avec enthousiasme de nous faire confiance. Et enfin, je vais laisser la parole à Emmanuel Lévin, que je remercie aussi au nom de toute la maison pour avoir accepté la charge prestigieuse, mais néanmoins dévorante, de diriger cette collection Diaspora, en plus de ses activités de philosophe et de chercheur. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour fêter avec nous la renaissance de la collection Diaspora et la parution du livre de Denis Charbit, Israël, l'impossible, état normal. Je voudrais remercier le Mage
sa présidente Dominique Schnapper, son directeur Paul Salmona, Sophie Andrieux et Joseph Hirsch, et toutes les équipes du musée, pour leur accueil dans ce si beau lieu, si significatif, on l'a évoqué, pour la collection Diaspora. En effet, c'est ici qu'eut lieu, en 2015, un colloque en hommage au fondateur de la collection, Roger Herrera. En un sens, c'est donc hommage que la collection s'était assoupie, et c'est ici qu'elle se réveille aujourd'hui. Je souhaiterais aussi remercier Philippe Robinet, le président de Calman Levy, qui m'a, comme vous avez pu l'entendre, confié la responsabilité de cette précieuse collection, ainsi que Marine Montaigu et toutes les équipes de la maison pour leur travail remarquable. Il me faut donc commencer par rendre hommage à Roger Herrera. Conseiller d'État, grand juriste, il a fondé la collection Diaspora en 1970, je crois, et l'a dirigée jusqu'à son décès en 2014. Tel qu'il la concevait, Diaspora était, et je le cite, une collection d'essais de qualité consacrée à l'ensemble des aspects du judaïsme et de l'existence juive. Aspects religieux, historiques, philosophiques, politiques, littéraires et culturels. Il faudrait donc dire d'emblée ce que Diaspora n'était pas. Elle n'était ni une collection d'érudition, ni une collection de théologie, ni une collection d'essais d'actualité. Et encore moins un agrégat d'ouvrages sélectionnés par goût personnel ou par mode. Car la collection Diaspora, c'était avant tout un programme intellectuel total, forgé par Roger Herrera, une vision du monde profonde par son analyse et vaste par sa synthèse, un jeu d'échos patiemment constitué entre des auteurs et des textes qui étaient appelés à rester. C'était une certaine idée de ce que doit être le travail d'un directeur de collection. Herrera y avait également mis, quoique peut-être implicitement, une vision personnelle de l'éthique, de la liberté et de la justice, et aussi sûrement du judaïsme. La collection Diaspora, c'était aussi une mission que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de transfert culturel. Je m'explique. Une part importante des ouvrages était des traductions de livres qui allaient devenir des classiques. Herrera le sentait, le savait, et on lui doit pour partie l'ouverture de la France aux études juives internationales. Diaspora, c'était également une identité visuelle forte. Vous pouvez penser que c'est anodin, mais on la reconnaissait avec ses couvertures aux triangles orangés. Vous pouvez voir qu'on s'en est un peu inspiré. Et ce n'est pas un détail, car on sait le pouvoir que peut avoir l'objet livre sur les mémoires et les imaginaires. Diaspora, c'était enfin une exigence intellectuelle et éditoriale rarement égalée, qui peut impressionner. Une autrice importante de la collection, que vous connaissez peut-être, Hannah Arendt, adressait ces mots à Herrera dans une lettre de 1973. « Mille merci ». Le « mille merci » était en français dans le texte. « Je ne connais aucun éditeur, nulle part ailleurs, qui se soit donné autant de peine, qui ait travaillé autant. » Donc vous voyez. C'est tout cela, tout ce travail, qui a accouché de 32 titres, dont certains ont marqué durablement le paysage intellectuel français. Je ne vais pas vous citer les 32 titres, ne vous inquiétez pas, mais rien qu'en 1973, il y eut Sur l'antisémitisme d'Hannah Arendt, 3 essais sur la condition juive d'Isaiah Berlin et Histoire du sionisme de Walter Laqueur, en une année. Il faudrait aussi citer en 1981, après près de 10 ans de travail, l'apparition de Vichy et les Juifs de Paxton et Marus. On se souvient également de L'essence du prophétisme de Neher en 1972 et du messianisme juif de Scholem en 1974. Enfin, le dernier ouvrage paru, en 2003, L'Église catholique et le peuple juif du Père Dujardin, approfondissait en fait une voie ouverte dès 1971 avec le premier titre, qui était un essai sur les rapports de l'Église du Christ et du peuple d'Israël. Au fil de ces 32 titres, l'existence juive et son histoire étaient éclairées, analysées, parfois critiquées, en tout cas retravaillées. Il faudrait dire et ajouter l'existence juive à un moment précis de son histoire. Après la Shoah, mais surtout après le procès Eichmann, après 1948, mais surtout après la guerre des 6 jours, puis après la guerre de Kippour, après les décolonisations,
et pendant longtemps au cœur de la guerre froide, après le renouveau de l'identité et de la culture juive française menée à la libération par des figures comme Edmond Flegg, Emmanuel Levinas ou André Neher que j'ai cités. Cet éclairage de la situation juive était donné par les études juives. Études juives entendues au sens de Jewish Studies. Qu'est-ce à dire ? Roger Herrera avait dû croiser, lors de ses séjours à Princeton et à Harvard, cette entente des études juives comme ensemble pluridisciplinaire associant toutes les sciences humaines et sociales pour analyser le fait juif. Donc, au-delà de la science du judaïsme établie au XIXe siècle ou du limoud qui s'en démarquait. C'est pour toutes ces raisons que la collection Diaspora a marqué son époque, et c'est pour cela qu'elle fut, pour des générations de lecteurs, une bibliothèque idéale. Alors, après avoir retracé cette petite histoire, trop rapidement peut-être, pourquoi renouer avec Diaspora aujourd'hui ? Il y a bien sûr la volonté éditoriale de Philippe Robinet de raviver les grandes collections de la maison Kalman Levy, après avoir relancé en 2018 la collection Liberté de l'Esprit, qui avait été fondée par Raymond Aron. Il y a aussi, peut-être même surtout, le contexte historique qui a poussé Philippe Robinet à relancer Diaspora. On sait la montée des actes et des discours antisémites, on sait la fin de l'ère des témoins, selon l'expression d'Annette Vievorka, c'est-à-dire ce qu'on pourrait dire l'ère post-Shoah. Nous vivons aussi dans un moment post-décolonisation. Nous sommes enfin confrontés, plus récemment, à la guerre en Europe, tandis que les horreurs du conflit israélo-palestinien ne cessent de se reproduire. À tout cela s'ajoute du confusionnisme et du complotisme. Et puis, vient le 7 octobre. J'avais commencé à travailler au renouveau de Diaspora avant les attaques du Hamas et avant la guerre menée à Gaza. Mais cette séquence, qui s'est ouverte il y a bientôt 1 an, nous a tous et toutes plongés, y compris mes auteurs, dans une sidération, un désarroi et une angoisse qui imprégneront sûrement tous les livres de ces prochaines années, même ceux qui ne traitent pas directement d'Israël ou du sionisme. Pardon pour ce constat un peu ténébreux que vous connaissez, mais qu'il faut rappeler pour comprendre. Il faut le rappeler, mais il serait incomplet si l'on ne parlait pas aussi de nouveaux combats, de nouvelles formes de vie sociale, religieuse, culturelle et politique qui font l'existence juive aujourd'hui en France et dans le monde. On voit naître de nouveaux modes d'existence, plus ou moins orthodoxes, de nouvelles identités, de nouvelles formes d'art, des luttes juives, des luttes écologistes ou féministes juives, et aussi un retour général, assez général, aux sources juives, qu'elles soient mémorielles, culturelles, culinaires ou intellectuelles. Donc au terme de ce premier quart du XXIe siècle, comme malgré lui, le fait juif est devenu ou redevenu central dans nos démocraties libérales, et a fortiori en France, la plus grande communauté juive d'Europe. Certes, l'antisémitisme et la relation entre Israël et la diaspora sont souvent mentionnés, et on en parlera ce soir. L'existence juive contemporaine ne saurait pourtant s'y résumer, bien qu'elle s'y articule inévitablement. Il reste encore à éclairer, dans sa totalité et sous un jour critique, cette existence juive d'aujourd'hui. C'est l'ambition, sans doute démesurée, mais nécessaire, de la collection Diaspora. C'est une nécessité à la fois pour les juifs et pour les non-juifs. Nous avons toutes et tous cruellement besoin d'idées, de concepts, de faits, de mots pour penser. Et aussi de positions engagées, parfois polémiques ou dissonantes, pour se situer soi-même face à ces problèmes. Dans des ouvrages inédits, toutes les sciences humaines seront représentées autour de 5 grands axes. La philosophie et la théologie juive, l'histoire des juifs de France et de l'étranger, l'histoire et les théories de l'antisémitisme, Israël et le sionisme, enfin des biographies intellectuelles de grandes figures juives. Renouer avec Diaspora, c'est donc à la fois préserver l'identité forte de la collection, je l'ai dit, en renouveler le contenu théorique et en actualiser les questions. Il s'agira de former, avec le plus grand soin, une constellation d'essais, je l'espère, élégants, venus de l'érudition, de la recherche et des arts, mais toujours lisibles par le plus grand nombre. Enfin, particularité de la collection,
Ces essais donneront la parole à des voix fortes et singulières qui assumeront dans l'espace public des positions parfois inconfortables à force de nuances et nous aideront dans notre fort intérieur à mieux penser par nous-mêmes, je l'espère aussi. Parmi ces voix, on trouvera celles d'auteurs confirmés, comme Denis Charbit, mais aussi de jeunes auteurs prometteurs. C'est avec cet esprit que j'ai composé la programmation des premiers titres de la collection. Je vais très bientôt, ne vous inquiétez pas, laisser la parole à mes camarades qui vous parleront de ce livre, Israël, l'impossible est anormal, qui incarne pour moi les différents principes de la collection. À ce propos, juste une petite anecdote. Lors de notre premier rendez-vous, qui était par Zoom, alors que je m'apprêtais à lui proposer de publier dans la collection, je repère au-dessus de l'épaule de Denis Charbit une dizaine de volumes de Diaspora. Donc, un véritable signe de la Providence, là aussi je l'espère. Donc quelle est la suite du programme ? Très rapidement. Il y aura d'abord, dès octobre, dans les traces de Cholem, un livre de David Aziza, intitulé Mythes juifs, le retour du sacré, qui mêlera critique biblique, exégèse rabbinique, kabbale, littérature, théologie, pour explorer la persistance, la beauté et les dangers des mythes juifs. Après les Juifs en Amérique, en URSS ou en terre d'islam, qui étaient des livres de la précédente ère de la collection, Sébastien Tankstorper, qui est présent parmi nous, publiera Les Juifs d'Argentine, une enquête sociologique sur les Juifs de Buenos Aires et leur histoire, en prenant pour fil rouge l'attentat meurtrier de 1994. Bruno Carsanti, qui est aussi parmi nous, et je salue, qui se revendique explicitement de l'héritage d'Herrera, prolongera la tradition des grands essais de la collection dans les paradoxes de l'intégration, une géohistoire des Juifs et des minorités dans la modernité européenne. Héritier de Paxton et de Marus, l'historien Laurent Joly publiera une synthèse de ses travaux sur l'histoire de l'antisémitisme en France de Dreyfus à Vichy. Je l'ai dit, la collection fera aussi place à de jeunes auteurs et autrices. La première rabbin orthodoxe moderne de France, Myriam Ackerman-Zomer, traduira un ouvrage classique de Tamar Ross sur les liens entre orthodoxie et féminisme. La philosophe de la halacha, Noémie Ben-Shimol, écrira un essai sur le système juridique israélien, ses sources et ses limites. Enfin, William Fary, qui je crois est là aussi, publiera un ouvrage sur les masculinités juives, en prenant notamment, pour perspective inédite, les masculinités séfarades. Et je m'arrête là pour le programme. Reprendre cette collection, c'est donc un grand honneur, vous l'aurez compris, mais aussi un grand bonheur. Je suis très 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 enthousiaste à l'idée de vous faire découvrir ces auteurs et ces livres et de faire entendre à nouveau la voix de Diaspora. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Lévin et Mazal Tov, pour cette renaissance de Diaspora. Je disais il y a 5 minutes à Paul Salmona que je trouve ça très beau que Diaspora, chez Kalman Levy, renaisse par une publication de Denis Charbit, qui fait partie de ceux qui ont initié le public francophone à l'ouvrage de Herzl qui s'appelle Alt-Neuland, qui est cette combinaison Alt-Neu, d'ancien et d'inédit, de nouveau, qui est inhérente au projet sioniste. Je voulais entamer cette discussion par une citation que j'ai entendue récemment de Borges. Elles sont toujours bien, les citations de Borges. Qui dit « Dans chaque homme, il y en a 2, et c'est l'autre qui m'intéresse. » Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est très nombreux dans cette salle ce soir. On joue à guichet fermé. En vérité, on est donc même 2 fois plus, en fait. Et alors même que des conférences sur Israël, sur le 7 octobre, c'est pas ce qui manque à Paris en ce moment. Il y en a 3 fois par jour, des ouvrages et aussi. Donc je ne crois pas que ce soit propre à cette soirée. J'ai l'intuition que c'est plutôt pour découvrir le deuxième Denis Charbit, qui intrigue un petit peu, qui a fait déplacer les gens.
Le premier, Denis Charbit, on le connaît. Il suffit d'allumer n'importe quelle chaîne de télé ou n'importe quelle fréquence radio pour vous entendre y livrer vos analyses politiques, géopolitiques. L'autre, Denis Charbit, c'est celui qui se livre dans ce bel ouvrage. L'historien, d'abord. Moi, je trouve qu'on oublie trop souvent que vous êtes avant tout historien, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit aux événements contemporains en les replaçant dans l'épaisseur du temps long. Et ça, c'est heureux que votre livre soit là aussi publié dans une maison à l'histoire aussi longue que Kalman Levy, né, je crois, en 1834. Mais vous êtes aussi, dans ce livre, archéologue de votre propre histoire, puisque vous montrez comment le regard que vous portez sur Israël, sur le conflit israélo-palestinien, comment ce regard est intimement enchevêtré à votre propre trajectoire et aux tensions identitaires qui vous habitent. Et la dernière chose qui intrigue, qui suscite la curiosité à votre sujet, c'est le fait que vous incarnez une position qui est devenue quasiment unique dans le paysage médiatique. Bien avant le 7 octobre, vous aviez déjà cette étiquette qui vous collait à la peau de dernier des Mohicans de sionistes de gauche, en tout cas francophone. Et depuis un an, vous êtes carrément devenu le champion de l'équilibrisme et vous essayez de porter une voix devenue de plus en plus inaudible dans les deux camps. Alors on va essayer de faire ensemble la généalogie de tout ça. Je disais que derrière chaque être humain, il y en a un autre, et derrière chaque pays, il y en a aussi un, voire plusieurs autres. Un peu à la manière des poupées russes. Et on comprend en vous lisant que derrière Israël, il y a la France, on va y revenir, et derrière la France, dans votre cas, il y a l'Algérie, parce que vous êtes né à Sidi Bel Abbès. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce creuset algérien? Merci tout d'abord. Je suis très, très touché, très ému. Merci Ruben, merci Emmanuel, merci Marine et toute l'équipe. Puisque tu as mentionné, Ruben, cette dimension biographique et personnelle, et que vous êtes les premiers à qui j'en parle publiquement, je voudrais ici reconnaître, avouer que cette réflexion, cette introspection biographique m'a été demandée par Emmanuel. J'avais envoyé, je ne sais pas, 1 ou 2 chapitres, peut-être 3, qu'il avait lu, corrigé, et puis il me dit, écoute, c'est très bien l'analyse, voilà, dans la continuité de précédents ouvrages, mais il faudrait que tu y mettes une dimension personnelle, que tu racontes ton itinéraire. Et pour un politiste, enfin formé aux sciences sociales, même si j'ai beaucoup de prédilection pour l'histoire, où là, effectivement, le genre biographique a retrouvé une certaine fortune, ma réaction a été assez vive en disant mais ça, je ne sais pas faire. Avec cette idée un peu des hommes illustres, hein, des grands hommes, eux, bien sûr, racontent leur mémoire, leur histoire. Moi, je vis une vie tout à fait ordinaire. Je suis marié, j'ai 4 enfants, j'enseigne, je donne des cours. Bon, c'est vrai, j'ai une petite exposition, surtout depuis d'ailleurs cette dernière année, hein, médiatique, mais voilà, je ne vois pas trop. Il me dit, écoute, réfléchis, je te laisse faire, tu décides. Et donc, voilà, je me suis beaucoup interrogé, qu'est-ce que je fais avec ça ? Et je demande à Emmanuel, mais pourquoi en fait? Alors j'entends bien, parce que effectivement, avant de plonger dans le cœur des débats politiques israéliens sur la démocratie sans constitution, sur un territoire sans frontières, sur le pouvoir religieux, ce serait plus facile d'y entrer avec quelque chose où tu racontes quelque chose de ton propre itinéraire. J'entends bien cela. Et puis c'est vrai, comme j'ai fait pas mal d'interventions, puisque j'étais en France de janvier à juillet, soit publiquement, soit à la fin d'une intervention, des gens venaient me dire je vous suis depuis très longtemps. Enfin, j'étais presque devenue une influenceuse, quoi. Et d'ailleurs, Emmanuel m'avait dit, mais dis, toi, tu t'en rends pas compte parce que tu vis en Israël depuis 50 ans. J'ai célébré en juillet 2024, 50 ans de vie en Israël. Alors avec des voyages, mais soit des années sabbatiques, soit des séjours très très courts. Je suis souvent venu au Mage, 3 jours, le temps du colloque, et puis je repartais. Il me dit, toi, tu t'en rends pas compte, mais
Et puis voilà, ces témoignages, bon, et je me suis dit, bon, bah, on va essayer de réfléchir. Et quand je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Je fais un prologue où je raconte en 10 pages ou 15 pages. Et puis, étant convaincu que il ne s'agit pas du tout de raconter ma vie, encore une fois, elle est ordinaire, elle ne présente rien de particulièrement saillant, je me suis dit, voilà, en fait, ce livre, donc structuré en 6 chapitres, la question du territoire, la question de la Constitution, la question de nation-citoyenneté, qui en Israël ne se confondent pas, contrairement à la France par exemple, au modèle républicain, la question du pouvoir religieux, la question palestinienne, la question du lien avec la diaspora. Je me suis dit, je vais répondre à cette demande, donc une demande voilà, extérieure, en rapportant en racontant 1, 2, 3, enfin sur 3 ou 4 pages ou 5 pages, ça dépend des chapitres, quel lien j'ai avec cette question-là. Voilà. La question palestinienne, la question de la diaspora, la question du pouvoir religieux, la Constitution, etc. Et le faire à travers, encore une fois, pas un récit du tout chronologique, mais je dirais à partir, de vignettes, en quelque sorte. Voilà. D'un événement ou de plusieurs événements, encore une fois, en fonction des chapitres. Et une fois que j'ai commencé à l'écrire, et je dois dire à y prendre un peu de plaisir, je ne vais pas le cacher, voilà, de faire voilà, revenir ces sources-là que je connaissais. Elles n'étaient pas enfouies, mais en tout cas, elles n'apparaissaient pas dans mon écriture des précédents livres ou articles scientifiques. Et à un moment, au-delà du plaisir ou du goût à l'écrire, je me suis dit, il y a quelque chose que je trouve honnête dans cette manière de faire, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser entendre sur toutes ces questions-là, je ne vais pas les énumérer une fois de plus, on va les traiter de toute façon au cours de la discussion, au lieu de dire, je le fais au nom de la science, au nom de la compétence, au nom de la connaissance que j'ai accumulée depuis 30 ans que je travaille sur ces sujets-là, eh bien, je vais adopter un point de vue, on dirait un peu relativiste, mais sans l'excès que peut avoir le relativisme, qui consiste à dire, peut-être que l'analyse que vous allez lire ensuite sur pourquoi Israël n'a pas de frontières, pourquoi la démocratie n'a pas de constitution, au-delà du récit et de l'analyse et de l'explication et des hypothèses, et que les chercheurs, d'autres que moi et moi-même, avons formulées, peut-être qu'il y a aussi, et c'est pour ça que je parle de relativisme, c'est-à-dire peut-être que ce que je défends, la conviction que j'y mets, s'ancre, s'enracine dans une expérience personnelle. Et moi, dont le précédent livre s'appelait Israël et ses paradoxes, donc moi qui aime les paradoxes, et j'ai bien aimé que le prochain s'appelle aussi Paradoxe de l'intégration, je me suis dit, c'est curieux parce que, d'une certaine manière, je m'expose. Je raconte des bribes de ma vie personnelle, familiale, conjugale, enfance, etc. Donc je me mets en avant, si je puis dire, et en plus en ouverture de chaque chapitre. Et en même temps, c'est une manière de dire modestement, c'est pas au nom de la science, ou pas uniquement au nom des analyses, etc., mais à partir d'une certaine subjectivité que j'assume, ce qui permettra, je pense notamment sur le pouvoir religieux, dans ce chapitre-là, où je dis, voilà quel est mon rapport au judaïsme. Alors voilà d'où je parle. Voilà d'où je parle, exactement. Voilà, exactement. Ça situe votre propos. Et ça situe, voilà. Et c'est pour ça que ce qui apparaissait au départ comme quelque chose d'un petit peu étrange, difficile, et je ne voyais pas comment j'y arriverais, etc. Et finalement, je l'ai positivé en disant, bon, alors c'est vrai que ça facilite l'entrée dans chacun des chapitres. Ouais. Et puis, il y a un côté, voilà, j'ai dit, à la fois on s'expose, et puis à la fois c'est modeste. Voilà, c'est de là que je viens. Voilà. Et pour prendre le cas d'Algérie, puisque tu m'as posé la question, j'en parle à propos du territoire. Voilà, les territoires, la terre d'Israël, toute cette question-là autour des frontières. Et je raconte que je suis né en Algérie, que j'y ai vécu 1 an et demi, donc n'allez pas poser des questions comment c'était à Sidi Bel Abbès, je n'en sais rien, à part ce que me racontaient mes parents. Oui, mais ça fait partie de ce qui vous a imprégné. Bien sûr, non, mais bien entendu, tout à fait. Ensuite,
mon père qui était favorable au FLN parce qu'il était sioniste, et qui disait, je le dis dans le livre, il n'y aura pas plus enfin, la France ne restera pas plus en Algérie que la Grande-Bretagne en Palestine. Donc, ayant conscience que c'était la fin, donc ce qu'on appelait les décolonisations, quitte l'Algérie en 61 et va en Israël avec son épouse, ma mère, et mon frère aîné, et moi. Et l'expérience échoue. Il est ce qu'on appelle un primo-diplômé, la première génération de sa famille à avoir un diplôme. Il a fait des études de pharmacie à Toulouse. Et il va en Israël et il sent bien qu'on lui propose d'être employé de pharmacie, d'être laborantin, d'être dans un dispensaire social. Et il avait cette ambition sociale et il sent que ça ne va pas. Et donc, février 61, novembre 61, nous repartons. Mais nous n'allons pas repartir en Algérie. Ce n'est pas encore les accords d'Évian, mais on n'y était pas loin. Et donc s'établit en France, on va dire près d'un an ou à peu près, avant que le reste de la famille élargie quitte l'Algérie pour la France. Il y avait une nostalgie de l'Algérie? Alors lui, pas du tout. La nostalgie. Non, lui, il avait une nostalgie d'Israël, et c'est pour ça, je finis le récit, c'est pour ça qu'en 74, après la guerre du Kippour, il dit, Israël est dans l'affliction, c'est le moment de le rejoindre. Et donc, je dis toujours avec un peu d'humour, il a eu une pharmacie en Afrique, une pharmacie en Europe et une pharmacie en Asie, mais ce n'était pas simultané. Voilà, c'était l'une après l'autre. Et il a donc exercé effectivement comme pharmacien en Israël jusqu'à sa retraite. Alors pourquoi tout cela? Parce que, je dis, mon rapport au territoire est un peu faussé. C'est-à-dire que ma terre natale, c'est l'Algérie, mais je n'y suis jamais allé. Il est beaucoup plus difficile d'aller en Algérie que d'aller en Tunisie ou au Maroc, puisque ces deux pays-là ont compris pour eux l'importance du tourisme, donc ils l'encouragent. L'Algérie, avec le pétrole, le gaz naturel, n'a pas besoin de touristes, et donc plutôt pays fermé, où il est plus difficile de s'y rendre. Je dis souvent, quand je fais un cours sur les identités, je dis à mes étudiants, imaginez que mon père ait réussi son intégration. J'aurais parlé avec un peu d'accent israélien en parlant français. J'aurais eu quelques références culturelles, mais éparses, diverses. Et j'aurais été un sabra sans être né en Israël. Arrivé en 61, sachant que ma famille est restée en France, etc., ou s'est établie en France. Et moi, j'ai passé 13 ans en France. C'est pas grand-chose, 13 ans dans une vie. Mais qui ont été des années formatrices. Ouais, ça se sent beaucoup. Quand on vous connaît, quand on vous lit, il y a une très grande, pour le coup, nostalgie de la France. Alors, nostalgie, pendant des années, avant les podcasts, quand on me disait qu'est-ce qui te manque en Israël, je disais rien sauf France Culture. Voilà, c'était bon. Maintenant il y a le podcast, donc même France Culture ne manque pas puisque je peux. Mais la culture française. Complètement. Vous la convoquez à chaque page. Oui, très souvent. Très souvent. Très souvent. Non, c'est vrai que ça fait. Et c'est pour ça que, alors, petite anecdote, j'en parle justement tout au début à propos de la langue. Voilà. Oui. Donc j'arrive à 14 ans. Hein. Je rentre en seconde, et seconde israélienne, dans un lycée hébraïque. Et je me souviens, c'est un souvenir très très fort, en train de me dire, l'hébreu, je ne le maîtrise pas encore, et je sens que le français, je commence à le perdre. Et je me dis, ça, c'est pas possible. Et donc, je vais tout faire pour maintenir une parfaite maîtrise de la langue française et également une parfaite maîtrise de la langue hébraïque. Mon père avait toujours entretenu son hébreu, et je me souviens pour mon baccalauréat, je ne raconte pas ça, je me souviens pour mon baccalauréat, quand je révisais, je sais pas, le programme d'histoire à 2 heures, une demi-heure, c'était la matière elle-même, les événements, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et le reste du temps, j'étais avec mon père et en train de lui dire, je ne veux pas dire en hébreu « zekara »,
ce qui veut dire en hébreu, ça s'est passé en, parce que c'est pas très beau. Hein. Comment on le dit en hébreu plus châtié? Alors, zeitrolel, zeitrachesh, etc. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris l'hébreu. Ce qui fait que quand je suis arrivé à l'armée en 1978, donc 3 années plus tard, j'avais un hébreu, un niveau très élevé, et le vocabulaire usuel, je ne l'avais pas du tout. Oui, mais alors c'est beau parce que vous dites que vos collègues estiment que votre hébreu châtié littéraire respire une fidélité secrète à la richesse du français. Eh oui. C'est une langue contenue dans une autre langue. Effectivement, parce que il y a des métaphores, parce que je n'aime pas le minimalisme littéraire, j'aime bien, voilà, j'aime l'ornement, joliment. Vous parlez l'hébreu d'un autre temps, en fait, que plus personne ne parle. Alors, d'une part, vous parlez comme, je sais pas, comme Appelfeld à l'époque. C'est vrai qu'on est, enfin, je n'ai pas la prétention d'être, mais c'est vrai que je me souviens, alors je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais à un moment j'avais fait le projet de lire tout le dictionnaire hébraïque, voilà, et d'apprendre le plus de mots possible. Bon, je ne suis pas allé très très loin, c'était une page par jour, voilà, mais je ne suis pas allé très loin quand même. Mais c'est vrai que j'ai, pour moi, même quand on écrit de la science politique, il faut que ce soit non seulement documenté, prouvé, scientifique, il faut qu'il y ait une singularité dans l'expression. Voilà. Et mes collègues me disent, c'est de l'hébreu. Un hébreu, alors souvent ils me disent, mais tu es un hébreu parfait. Je dis, mais je n'ai pas le mérite, ça fait 50 ans que j'habite en Israël. Mais voilà, il y a cette dimension comme ça très forte. Et à l'inverse, en ce qui me concerne, vous êtes le seul Israélien d'origine française que je connais qui ne met pas un mot d'hébreu quand il parle français. C'est-à-dire que vous êtes hyper israélien et hyper français, mais il n'y a pas d'hybridité. Effectivement, je me souviens que la manière dont mes nouveaux immigrants montrent en quelque sorte qu'ils sont déjà du pays, c'est de plus savoir dire exactement, de plus trouver le mot exact en français et de le dire en hébreu. Voilà. En franc-breu. En franc-breu, comme on dit. Et ça, je me suis toujours refusé à le faire. Ça peut m'arriver. Je ne veux pas non plus paraître excessif. Mais c'est vrai que j'avais ce point d'honneur, surtout dans cette période. À un moment, j'ai compris que ça y est, le français était ancré, que je ne le perdrais pas, que je continuerais toujours à l'écrire. De même que l'hébreu, je l'ai acquis et que j'en ai fait une langue dans laquelle j'écris. Je n'écris pas en français et on les traduit en hébreu. Avec vos enfants, vous avez parlé quelle langue? On a parlé les deux langues en fonction du sujet. Quand je voulais me faire comprendre d'eux, je leur parlais en hébreu. Voilà, de crainte qu'ils disent on n'a pas bien compris ce que tu nous as dit en français. Quand on parle de la situation politique, on parle souvent en hébreu. Et puis, voilà, quand on parle culture, musique, art, c'est plus souvent en français. Mais je ne suis pas sûr que ce soit à ce point strict. Voilà. Juste un dernier mot sur l'Algérie, justement, parce que si j'ai bien compris, vous dites quand même que votre grille de lecture aussi du conflit israélo-palestinien est imprégnée par, vous êtes beaucoup documenté sur la guerre, sur les événements, sur la guerre d'Algérie. Comment l'un se plaque sur l'autre? Alors attention, pas du tout dans une tentative de dire c'est exactement la même chose, c'est identique, etc. Non, c'est-à-dire une mémoire de guerre. Voilà, c'est-à-dire mes parents qui me racontent ce que c'était la guerre d'Algérie, comment ils l'ont vécu, des cousins dont le père médecin a été tué alors par le FLN, un autre par l'OAS, etc. Enfin voilà, donc une histoire dont je ne suis pas trop imprégné non plus parce que mon père et ma mère, enfin mon père surtout, c'était vraiment un peu, on ne regarde pas derrière. Mais voilà, en revanche, arrivé en Israël, un autre conflit, alors pas des Algériens, des Palestiniens, voilà. Donc mais des questions d'autochtonie aussi. Exactement, la question de l'autochtonie, puisque pour moi, ça n'avait pas beaucoup de sens. Je n'étais pas né en France métropolitaine et pour autant, voilà, je respirais la culture, le cinéma, le théâtre, les arts, etc. Et donc, voilà, l'idée que même si je m'en étais pas vraiment rendu compte, voilà, et c'est là où cette introspection a quelque sens, finalement, il y a peut-être un lien entre les deux. Voilà. Et c'est une manière pour moi de dire, et en ce sens modeste, de dire, c'est peut-être pour ça que j'ai cette conviction-là, que je défends ces positions-là, etc. Parce que c'est vrai que j'ai été formé à cela et ça fait partie effectivement de mon héritage. Dans la suite de votre trajectoire, il y a une expérience qui vous a marqué, qui a été décisive, c'est le service militaire. Ouais. Ouais. Avec cette scène que vous racontez où
vous voulez faire un peu copain-copain. Vous êtes soldat. Je ne sais plus si c'est Jenny ou... Je suis à Naplouse. J'ai 19 ans. Je suis parachutiste. Dans le cursus de n'importe quel soldat israélien, il y a une période où on fait le service d'ordre dans les territoires occupés. Et je suis donc à Naplouse et on me demande de faire respecter l'ordre public devant une école primaire. Voilà. Et je vois à côté de moi, juste à côté de moi, une mère et sa fille, vraisemblablement, qui attendent leur enfant. Et j'essaye de communiquer, de dire 2-3 mots, un peu d'hébreu, un peu d'anglais, et je vois très vite que la mère me renvoie un regard fermé, d'hostilité, on pourrait dire de haine, et la jeune fille, la petite fille, un regard effrayé. Et c'est là où, comme je dis, il y a une sorte d'honnêteté de ma part de dire c'est peut-être là que c'est né. C'est de là que ça vient, le dernier des Mohicans. Et en l'occurrence... Vous avez eu honte à ce moment-là, en fait. Bien sûr. Vous avez eu honte. Mais c'est plus que ça. Et c'est là où la formation intellectuelle, littéraire, jusqu'à 14 ans, a joué. C'est que là, et je ne veux choquer personne et je ne fais pas de comparaison, là, qu'est-ce qui me revient tout de suite? Le silence de la mère de Vercors. La nièce dont la maison est réquisitionnée par un officier allemand, von Ebrenack, et qui ne résiste pas, elle ne dit pas « je vais te tuer, je vais l'empoisonner », elle accepte, elle consent, mais estime que du fait de cette inégalité, de cette asymétrie entre l'occupant et l'occupé, vous n'aurez pas mon cœur, puisqu'elle est séduite par l'officier, mais elle dit « il ne se passera rien », et surtout, je ne lui parlerai pas. Voilà. La seule résistance minimaliste que je peux opposer à cela, c'est que je n'entretiendrai pas une conversation avec l'occupant. Et là, comme je le dis avec un peu d'humour, je ne suis pas un jeune officier fringant comme von Ebrenack, puisque Vercors s'est appliqué à en faire. Mais il y a quelque chose ici qui renvoie à cette référence, et je comprends. Qui vous glace à ce moment-là. Qui me glace, ouais. Voilà. Et je raconte, vous voyez, pour essayer aussi de ne pas apparaître prétentieux, à plein de petites cultures, etc., la figure de la jeune fille, alors la figure de la mère me renvoie au silence de la mère de Vercors, et que d'ailleurs j'ai fait traduire ensuite, et j'ai écrit sur Vercors, etc. J'ai trouvé que c'était la dette que j'avais, en espérant, comme je le dis, que les lecteurs israéliens comprennent quelque chose de la fermeté qu'il peut y avoir parfois parmi les Palestiniens, mais attention, il n'y a pas que cela, évidemment. Et le regard effrayé de la jeune fille me renvoie à une image banale, qui passe très vite, dans La Grande Vadrouille. J'ai 19 ans, je suis encore. Où on voit un moment les personnages incarnés par De Funès et Bourvil voulant se rendre dans une auberge pour se protéger et pas être arrêtés. Et il y a une patrouille allemande qui passe et on voit Bourvil, sa figure effrayée comme ça, etc. Et je sens que c'est c'était pas le même effroi, mais quelque chose de cet ordre-là. Et je dois dire que, effectivement, dans beaucoup de situations, c'est ce télescopage-là entre une expérience immédiate traversée par une expérience littéraire ou cinématographique qui souvent et j'ai rien inventé. Je me rappelle ce film d'Alain Resnais qui s'appelait Mon oncle d'Amérique, où c'était ça, des situations où à un moment le personnage avait un flashback littéraire, en l'occurrence cinématographique. Voilà, et c'est un petit peu comme ça. Et c'est vrai que cette expérience-là a été la première, mais elle est quand même précédée d'une autre expérience qui est pour moi capitale, parce que de 1974 à 1977, dans mon esprit, je me dis, je fais mon service militaire et puis je reviens en France. Parce que la France me manque, parce que la France est... Et le basculement, c'est avant 1979, avant cette expérience-là, c'est l'avenue de Sadat en Israël. Oui. Et là, et je dis, moi qui adorais le théâtre, moi qui ne vivais que par cela, etc., je dis, c'est pas par hasard que l'événement qui m'a fait devenir israélien. Je dis, Sadat a été beaucoup plus efficace que n'importe quel délégué de l'agence juive, parce que là, je dis,
je vois le peuple d'Israël. C'est dans la période juste avant mon incorporation qui était en janvier 78, là, c'est novembre 77, et je fais le tour d'Israël avec un sac à dos, et je vois l'émotion, la liesse des Israéliennes et des Israéliens, et je me rappelle à ce moment-là, encore une fois une image littéraire. J'avais lu Simone de Beauvoir, La force de l'âge, la force des choses, tout compte fait, et les mémoires d'une jeune fille rangée, enfin l'intégrale de son cycle. Il n'y avait pas encore la cérémonie des adieux. Et Simone de Beauvoir qui raconte comment à un moment, un événement historique prend toute son importance au point de balayer philosophie, esthétique, etc. Et je dis, voilà, ce que j'ai vécu là, entre le 19 et le 23, 24, ça avait duré une semaine, je m'étais baladé partout au nord, au sud, au nord. C'est ça, c'est l'histoire avec un grand H, comme on dit, qui apparaît, et surtout le bonheur des Israéliens. Et je me dis, il faut que je fasse quelque chose pour que ça marche, et qu'au-delà, alors je ne pense pas encore les Palestiniens, c'était encore l'ennemi essentiel, principal, c'était l'ennemi égyptien. Mais voilà, c'est là mon engagement prend sa source. Alors on sent, quand vous parlez, mais en général, quand on vous regarde, quand on vous écoute, cet enthousiasme, en fait, cette énergie qui vous est propre. Moi, j'ai découvert autre chose dans ce livre. C'est aussi une dureté, une certaine sévérité, une intransigeance envers ce pays auquel vous êtes tant attaché, Israël. Et ça me permet de passer à la deuxième partie de cet entretien que j'ai appelé Israël, 6 octobre, 23h59. Parce qu'en fait, je trouve que vous livrez une sorte de radiographie de l'état de ce pays au moment où il a été attaqué. Et c'est important, en fait, pour comprendre la suite. Alors, ce qu'on apprend notamment dans ce livre, c'est qu'il n'est pas si athée que ça, Denis Charvit. C'est compliqué, le rapport à la religion aussi, très paradoxal. Pas de bougie de Shabbat, mais synagogue le samedi matin, quand même. Vous lisez à la Torah, parfois, dans votre synagogue à Tel Aviv. Donc, vous savez que dans le récit de la Torah, lorsqu'Amalek s'attaque aux Juifs, et je ne dis pas du tout ici ni que le Hamas c'est Amalek, ni que Amalek c'est le Hamas, mais dans le texte, il dit qu'il s'est attaqué aux Hébreux quand ils étaient faibles. Et vous écrivez, au moment du 7 octobre, il y avait quelque chose qui pourrissait par le haut dans le royaume d'Israël. Qu'est-ce qui pourrissait ? Alors oui, c'est vrai que Micro. ça peut paraître paradoxal, mais et je dirais que c'est aussi l'esprit du livre. Cette idée d'État impossible, état normal. Et je sais, certaines personnes me l'ont déjà dit, on pense tout de suite à impossible état normal à cause des ennemis, à cause des adversaires. Le monde arabe, l'Égypte, Nasser, ça date à Kippour, Arafat, Ahmadinejad, voilà, toute la série. Et la raison pour laquelle j'ai mis le chapitre sur la question arabe et palestinienne à la fin, c'est pour dire, avant d'examiner cette hypothèse automatique, c'est à cause des autres, j'examine d'abord à chaque chapitre quelle est notre part, je dis notre au sens israélien, notre part. Et je voudrais même vous montrer à quel point c'est lié donc à cette mutation identitaire qui fait que je reste français, sur le plan juridique, d'accord, mais je veux dire, de cœur bien sûr, mais je deviens israélien et j'intègre cette notion que je préfère de beaucoup à celle d'autonomie, par rapport à ce que tu dis du judaïsme, qui est celle d'indépendance. Parce que dans autonomie, qui est un mot, Kant dit être autonome, or, il y a quelque chose qui me parle, moi, dans le judaïsme, c'est-à-dire l'hétéronomie, c'est-à-dire la loi. Non, c'est pas la tienne. C'est une loi qui vient de l'extérieur. On pourrait appeler ça un code moral. Et, alors que l'autonomie laisse entendre qu'on peut changer à chaque fois. Et donc, plus que l'autonomie, j'ai plus sur le plan philosophique, je dirais, plus d'admiration, enfin, je ne sais pas si c'est le mot admiration, mais plus de fascination pour la notion d'indépendance. C'est-à-dire, il y a une dépendance et on s'en détache. Mais à ceci près que pour moi, l'indépendance, c'est pas fais ce qu'il te plaît. C'est pas fais ce que tu veux. L'indépendance, c'est atteindre une situation où tu ne dois plus rien
de tes fautes et de tes erreurs qu'à toi-même. C'est ça pour moi l'indépendance. C'est ne plus être dans une situation de dire ça arrive à cause des autres, mais à cause de moi. Et on pourrait presque dire, je n'ai pas fait de psychanalyse, mais il y a quelque chose de semblable, c'est-à-dire quand tu te mets sur le divan, tu viens pour dire les problèmes, ce n'est pas les autres, ils sont en moi-même. Et tu arrêtes de pleurnicher. Et tu arrêtes de... Et voilà, exactement. Cette indépendance-là, je l'ai en quelque sorte intériorisée dans ce que j'écris, en ce sens que quand j'essaye d'expliquer pourquoi l'impossible est anormal, je dis nous sommes indépendants et si nous ne sommes pas un état normal... Alors on va revenir sur ce que ça veut dire normal quand même. Non, ouais. Je sais bien qu'il génère beaucoup de malentendus ou de confusion. Commençons par examiner à ça. Et je pense à une phrase de Arthur Koestler qui m'avait beaucoup marqué, c'est dans un entretien de l'Express, où il disait tout pardonner aux autres, ne rien se pardonner à soi-même. Voilà. Ben, c'est un peu, je dirais, c'est un peu excessif, je le concède volontiers, mais c'est un petit peu, c'est d'abord commencer par examiner. Et j'ai eu un entretien dont il restera, enfin une partie qui paraîtra dans Libération dans quelques jours avec Didier Fassin, un dialogue assez difficile. Et à un moment, à propos de l'antisémitisme en France, il me dit mais vous-même, vous condamnez lorsque des hommes politiques israéliens expliquent tout par l'antisémitisme. Et je dis mais monsieur Didier Fassin, avant de reprocher quoi que ce soit aux autres, je commence par balayer devant ma porte. Alors, balayons. Balayons. Est-ce qu'on pourrait résumer... Il y a vraiment beaucoup d'idées dans ce livre, mais est-ce qu'on pourrait résumer ce qui pourrit par le haut au royaume d'Israël par le fait que, vous expliquez, Israël, il y a un peuple israélien, mais il n'y a pas de nation israélienne. Qu'Israël ne fait pas de nation. Exactement. C'est-à-dire que ce que j'ai... Qu'est-ce que c'est la différence entre un peuple et une nation ? je vais expliquer. En fait, donc, moi, j'ai grandi dans un modèle républicain, à l'école laïque. Et donc, pour moi, après, on va le formuler, on va le conceptualiser. Nation et citoyenneté sont identiques. On est citoyen français, on est de la nation française, et c'est interchangeable. Et puis j'arrive en Israël, je le comprends un peu plus tard, bien sûr, pas tout de suite en arrivant, que là, il y a une distinction. Il y a une citoyenneté israélienne commune, donc qui ressemble un petit peu à ce qu'on appellerait citoyenneté française, avec des droits qui sont liés à la citoyenneté commune. Quand on va voter, les citoyens israéliens votent, et on a beau dire que c'est l'État juif, des juifs qui ne sont pas citoyens israéliens ne peuvent pas voter. Mais et les citoyens israéliens qui ne sont pas juifs votent. Et voilà, bien entendu, bien entendu, c'était le... Donc très bien, il y a quelque chose donc de républicain en Israël avec cette notion commune de citoyen israélien. Mais voilà, c'est pas la seule. Parce qu'on est, comment dirais-je, je dirais que c'est une citoyenneté juridique, territoriale, mais qui n'est pas portée par un affect, un mythe, quelque chose qui ferait sens. Pourquoi ? Parce que ce qui fait sens, c'est l'autre identité, mais qui va prendre beaucoup plus d'importance finalement, c'est celle du fait d'être juif ou arabe, ou druze, puisqu'il y a d'autres minorités, circassiens, si on veut les citer tout entières. Et il en résulte pour moi... alors, je le dis, hein, je ne suis pas en train de dire la démocratie, la nation civique, c'est tellement mieux que la nation ethnique. Non, je dis chacune de ces catégories-là engendre des problèmes. La France républicaine a du mal avec la différence. Israël n'a aucun mal avec la différence. Mais il a du mal avec l'unité nationale, puisqu'il n'y a pas, et je le dis parce que je le vois dans la presse française régulièrement, le peuple israélien, les peuples israéliens. Et je dis dans le livre, mais vous savez, en hébreu, le peuple israélien, c'est une expression qui n'existe pas. On ne dit pas en hébreu à Am Israéli, parce qu'il y a des juifs, des arabes, lesquels forment une communauté politique,
mais cette communauté politique, et encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur. Je dis d'ailleurs, hein, s'il y a bien une chose sur laquelle juifs et arabes d'Israël, ou palestiniens d'Israël, comme on dit aujourd'hui, sont d'accord, c'est qu'ils ne font pas partie du même peuple. Et c'est là que je comprends que le sionisme vient d'Europe centrale et orientale, où les identités infra-étatiques... c'est l'Empire austro-hongrois. C'est l'Empire austro-hongrois, c'est l'Empire russe, etc. Et on vient en Méditerranée, au Moyen-Orient, où là aussi les identités, regardez le Liban, existent et sont visibles. Et donc, moi je suis par exemple... Mon livre, c'est une analyse, mais parfois, effectivement, j'exprime une subjectivité. C'est vrai que je suis systématiquement ou presque tout le temps choqué par le fait que quand les hommes politiques s'adressent aux Israéliens, ils disent « Am Israël ». Et « Am Israël », ça veut dire que 20% de la population n'est pas comptée. Et oui, mais est-ce que là... Comment ? Pardon de vous couper, mais est-ce que là, on ne touche pas à une limite de cette description ? Vous l'effleurez d'ailleurs dans le livre, c'est que quand vous dites normal, l'impossibilité anormale, là aussi c'est situé. Est-ce que cette normalité, c'est pas celle attendue par l'Europe sociodémocrate, enfin de moins en moins sociodémocrate, mais qui plaque ses propres normes sur Israël? Alors c'est là où, encore une fois, c'est cette modestie dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que je dis, je prends le terme de normalité, j'examine un petit peu dans les premières pages, dans l'introduction, en disant... la normalité, c'est la démocratie, donc une démocratie a une constitution. La normalité, c'est citoyenneté et nationalité se confondent. En Israël, elles ne se confondent pas, etc. Alors, moi, j'examine ce que ça génère et je me pose la question, et c'est là où on est dans l'hypothèse, je ne suis pas dans la vérité infuse. C'est est-ce que ce n'est pas cela qui... Et je ne suis pas en train de dire... Je ne suis pas en train de rêver d'une républicanisation d'Israël. Je dis seulement qu'il serait bon d'intégrer, parce que, j'en parle aussi dans le livre, cette idée de la conciliation des contraires. Moi, c'est ça qui... Je dis à un moment dans le livre, je ne sais pas si c'est littéral, mais je peux admirer des gens qui sont militants d'une seule cause, mais en vérité, la vraie admiration, c'est pour ceux qui essayent de bâtir des ponts. Voilà. Et je raconte, par exemple, la seule incursion que enfin, une des incursions pour mon parcours universitaire, moi j'ai fait ma thèse sur Marc Sangnier, c'était celui qui, à la fin, pendant l'affaire Dreyfus, avait fait la première, enfin peut-être pas la première, mais d'autres avant, mais la tentative sérieuse, lui, catholique fervent, mais qui voulait tout aussi être républicain et démocrate fervent. Il voulait que les catholiques soient des démocrates aussi bien qu'ils sont catholiques, sans abdiquer le catholicisme. Et cette idée et je pourrais faire ça aussi à propos d'Albert Memmi, entre Orient et Occident, voilà. C'est ça qui m'intéresse. Et même chose, israélien-palestinien. Voilà, ça c'est voilà ce que j'ai appris en quelque sorte. Et c'est pour ça que je suis plus proche de Camus que de Sartre, voilà, c'est-à-dire ceux qui cherchent à relier ces contraires, je trouve. Et c'est pour ça que j'aime l'expression État juif et démocratique, mais à condition de ne pas s'aveugler ou de ne pas se leurrer sur les limites de l'expression, parce que qualifier un État par une propriété qui ne vaut pas pour l'ensemble de ses citoyens, le républicain que je suis, en est heurté. Voilà. Il y avait... Ben Gurion, il y a un mot célèbre de Ben Gurion en parlant de normalité qui disait Israël sera un pays normal le jour où il y aura des voleurs et des prostituées. Vous dites, je vous cite, aujourd'hui, ce sont des voleurs et des proxénètes du judaïsme qui gouvernent ce pays. Il va falloir quand même c'est la seule expression très forte que j'emploie. Mais vous l'employez et vous pouvez nous dire... Pas parce que, ce que vous pensez. Alors d'abord, si déjà... C'est quoi les proxénètes du judaïsme? Alors, voilà. D'abord, juste avant, je critique la phrase de Ben Gurion pour une raison très simple, c'est que je dis quoi? Vous pensez qu'il n'y avait pas de voleurs et de prostituées juives en diaspora? Attendez, les premières organisations féministes américaines, c'est pour effectivement protéger les femmes prostituées de leurs proxénètes juives, etc. Des voleurs, on a en Israël uniquement. Donc cette normalité juive, elle existait même avant l'État d'Israël. Voilà. Donc je rectifie un petit peu le propos de Ben Gurion. Et effectivement, j'emploie cette... Pourquoi? Parce que... Pardon, excusez-moi, c'est le moment dans le livre où on vous sent en rage, en fait, contre ce qui se passe. Alors justement, c'est pour ça que je dis toujours en lien avec... Comme j'ai étudié, dans le
cadre de cette thèse, et un peu après aussi, cette démocratie chrétienne, donc cet effort de catholiques censé être intransigeant et disant à un moment, non, 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 il y a quelque chose, un phénomène nouveau qui s'appelle la démocratie et la République, il faut l'accepter, il faut l'adopter, il faut y adhérer de tout cœur. Comment on va concilier? Et pour s'en nier, c'était de dire, mais vous savez, la Révolution française, c'est en fait, c'est des principes de l'Évangile, et l'Évangile, en fait, c'est des principes révolutionnaires. Voilà. Bon. Eh bien, c'est vrai que je regrette, et je le dis. Moi, c'est pas le fait que des Juifs croyants, pratiquants s'organisent politiquement. Ça me pose aucun problème. La douleur que j'ai ou le regret que j'ai, c'est que politiquement aujourd'hui, ces personnes qui se réclament de la foi et de l'observance des commandements et qui portent calotte sur la tête, eh bien, donnent de ce judaïsme la version la plus particulariste, ethnocentriste, misogyne, voilà, et je pourrais allonger la liste. Alors qu'il y en ait, moi je suis suffisamment tolérant pour dire très bien, qu'il soit aujourd'hui une force dominante, vous savez, l'extrême droite religieuse, il y en a toujours eu dans l'histoire, enfin toujours, en tout cas depuis les années 80, Kahana c'était en 84, qu'aujourd'hui ce soit une force politique qui fait quand même 14 députés, même si aujourd'hui ils sont scindés en deux partis, mais ça fait quand même 14 députés et sur un 120, ministre de l'Intérieur, dont le ministre des Finances et de la police, enfin de la sécurité intérieure. Et à côté de ça, alors oui, il y a des associations de rabbins, il y a des nouveaux orthodoxes, etc. Ils existent, vous avez cité des noms qui font partie de cette réflexion sur affirmant des convictions religieuses et observant la tradition, et dont la traduction politique est beaucoup plus... voilà, où on peut beaucoup plus respirer, et qui mettent effectivement cette dimension voilà, qui est marquée pour moi par « tu n'oublieras pas que tu as été étranger en Égypte », etc. Et de voir cette réduction politique. S'il y avait un parti, je dis démocrate juif, comme on dit démocrate chrétien, ou juif de gauche, comme on disait à l'époque, dans les années 70, 80, chrétien de gauche, bon, très bien, hein, des tendances, moi, encore une fois, suffisamment pluralistes pour tout un... Mais que ce soit politiquement inexistant, même s'il y a des voix, hein, il y a des associations, et je les encourage et je les apprécie, et qu'on sent que, en revenant à ma matière de politiste, le prédicteur le plus sûr, le plus certain pour comprendre le vote d'extrême droite, c'est l'appartenance à un credo religieux, à une pratique religieuse. Voilà, dites-moi comment vous pratiquez et je vous dirai ce que vous allez voter, et vous allez voter extrême droite. Pour moi, c'est... Est-ce que c'est pas lié au fait que... Oui, allez-y. Oui, non, pour moi, c'est précisément parce que, tu l'as dit, parce que j'aime le spirituel. Je n'ai pas l'imagination de croire en Dieu et donc d'observer, mais j'adore les batailles talmudiques, et j'adore l'interprétation et le sens, les 70 visages de la Torah. Mais vous êtes même Chazan, chantre à Kippour dans votre synagogue. Ouais, exactement, ouais. Ouais, chaque année. Bon. Et oui, et j'attends ce moment avec ferveur. Vous vous sentez un peu dépossédé j'ai du mal pour le judaïsme. Voilà, je dis, il n'en reste plus qu'une caricature. Parce que, alors, je dis une autre phrase très forte que j'emploie, puisqu'on a beaucoup parlé des langues tout à l'heure, c'est quand je lis la prose de Ben Gvir ou de Smotrich, je m'en veux presque de comprendre l'hébreu. Voilà. J'aurais préféré ne pas savoir l'hébreu pour ne pas avoir cette prose-là sous les yeux. Alors, est-ce que ça ne serait pas lié au fait que le sionisme avait peut-être besoin d'un nouveau carburant ? Au sens où, à la veille du 7 octobre, on était quand même près d'une normalisation avec l'Arabie Saoudite. Israël, bien sûr, il y avait une profonde division interne, mais je veux dire, ce phénomène du sionisme messianique, est-ce que c'était pas inévitable ? C'est-à-dire, le premier sionisme, c'était y aller, construire un pays. Maintenant, on y est. Ce pays existe, et qu'on le veuille ou non, il existe pas dans le concert des nations. Next step. Est-ce que c'était pas... Next step. Bah oui, c'est là où... Inévitable. Oui, non, c'est là où, quand je parle, alors je le décris dans les premières pages, je sais que le mot normal, normalité a une très mauvaise presse. Je dis même, puisque
je l'écris en français, normalisation, moi la première fois que j'ai appris le mot normalisation, c'était les chars soviétiques, c'était le nom qu'ils appliquaient à leur politique d'intervention et de présence pour mettre fin au printemps de Prague. Donc je sais combien et puis j'ai lu l'antipsychiatrie, etc. J'ai été formé, enfin, dans mon parcours intellectuel, j'ai lu tout ça. Donc je sais bien que le mot normal, c'est un peu une manière un peu paradoxale je vais prendre le mot qui est discrédité, mais quand je dis normal, c'est pas du tout médiocre, moyen, sans saveur, sans odeur, etc. C'est au contraire pour faire jouer toute je veux dire. La diversité, le mot est à la mode en France depuis 10 ans, mais nous, la diversité, on la pratique depuis toujours. Je veux dire, des gens qui viennent d'horizons différents, des gens qui viennent de cultures, de confessions, de langues, etc. C'est ça qui fait la richesse d'Israël. Donc, normalité, pour moi, c'est pas du tout un État comme les autres, etc. J'ai du mal avec cette expression. Non, un État comme les autres, c'est les conditions pour pouvoir réaliser, justement, cette next step, cette prochaine étape. Mais qui n'est pas forcément celui de Ben Gvir. Exactement. Ben, moi, je vais vous dire, ça, je ne suis pas sûr de l'avoir repris ici, mais c'est un mot qui m'avait marqué. J'ai découvert un écrivain hébraïque du début du XXe siècle, qui a été une figure mythique dans la littérature hébraïque et aussi dans la formation du sionisme socialiste, Yosef Chaim Brenner. Et un jour, je ferai une anthologie d'écrits de Brenner en français, parce que ça mérite de le faire. J'en ai caressé le projet, je le ferai un jour. Et Yosef Chaim Brenner écrit à un moment, cette phrase m'avait marqué: la morale juive en diaspora, c'est une morale d'eunuque. C'est-à-dire, oui, c'est une morale. C'est-à-dire que quand on ne peut être moral que si on a la possibilité de faire le mal. Okay. Et donc, pour moi, Israël, c'est ça. C'est pour ça que je suis en Israël. Parce que c'est là qu'on va. Les Juifs ne peuvent plus se retourner en disant: ah, c'est pas moi, c'est Pétain. Ah, c'est pas moi, c'est Hitler. Ah, c'est pas moi, c'est... En Israël, une politique de logement, de santé, psychiatrique, etc. Ça oblige. Ça oblige, voilà. L'épreuve, mise à l'épreuve. Pour moi, Israël est une mise à l'épreuve permanente. Mais je veux faire partie de cette histoire-là. Je veux faire partie de ce théâtre-là. Vous faites partie d'un autre théâtre aussi, c'est le théâtre médiatique francophone. Et vous avez cité les chars soviétiques tout à l'heure. Il y a une belle phrase de vous dans le livre. Vous dites: gardons-nous, donc nous, les sionistes critiques, qui nous permettons la critique d'Israël, gardons-nous de devenir comme ces communistes qui n'étaient plus capables d'ouvrir les yeux sur l'Union soviétique réelle à cause de la propagande anticommuniste. C'est-à-dire, ça revient souvent, vous dites: je ne veux pas être otage des antisionistes, je ne veux pas m'auto-censurer à dire des choses sous prétexte que ça va plaire à Ouria Boutelja. Exactement, tout à fait. Et donc on vous voit partout. Non, parce que j'étais en France. Vous discutez avec tout le monde. Ah, moi, je discute avec tout le monde. Je pense que je vais avoir 2-3 personnes avec qui je refuserais de discuter si on me proposait de les rencontrer. Mais de manière générale, je n'ai... Mais même Arutsheva, qui est la radio, même la fameuse chaîne 14 de télévision, quand on m'y invite, j'y vais. Pourquoi même? Alors, je vais vous faire, là, je vais faire un peu rire l'assistant, parce qu'on parle de choses très graves. Une fois, je vais avec un ami. Et on déjeune, et puis après je lui dis: bah, écoute, là je fais une conférence. Elle me dit: oui, mais avec qui, pour qui? Non, c'est une famille qui m'a écrit un WhatsApp. Voilà, on voudrait réunir quelques amis et ils voudraient comprendre ta position sur la conférence. Alors, il me dit: comme ça, là, tu vas dans une famille? Je dis: oui, j'y vais. Et puis j'expose mes thèses, machin, etc. On parle pendant 2 heures, et puis je termine, etc. Et on sort, et il me dit: Denis, en fait, t'es un vrai Lubavitch. Alors je regarde, moi, Lubavitch? Il me dit: oui, toi, tu as une mitzvah à faire, il faut que tu répondes, il faut que tu ailles... Quelqu'un te dit: est-ce que tu peux me parler du conflit israélien? Alors pourquoi vous avez cette conviction, etc. Eh bien, j'y vais. Et c'est pour ça que je peux le faire aussi bien à Route 14, la chaîne 14, qui est ultra nationaliste. C'est le Fox News israélien. C'est le Fox News israélien, exactement. Eh bien, j'y vais. Et vous allez aussi à Mediapart. Et je vais à Mediapart quand il m'invite à Mediapart, parce que moi, je fais confiance aux mots. Voilà, moi, je crois... Et vous faites mettre les tefilines à tout le monde, du coup. Voilà, et c'est ce qu'il fait. Donc, mais c'est quoi vos... Parce que vous dites, il y a quand même 2 ou 3 personnes avec qui je ne parlerai pas. C'est quoi vos lignes rouges? À qui vous ne parlez pas? Pas forcément des noms, mais je veux dire, jusqu'à où ça va, ça... Bah, si, je pense que...
sais pas, Dieudonné, c'est vraiment pas quelqu'un que je... Ouais, mais comment vous qualifiez à partir du moment où c'est à partir du moment qualifié. Voilà, où il y a quelque chose d'ultra viscéral. Enfin, voilà, voilà, mais quand c'est des personnes non Moi, je vous ai vu en débat avec Dominique Vidal, par exemple, du Monde diplomatique. Mais je le ferai dans un mois, la Ligue des droits de l'homme. Voilà, on m'a invité, je serai face à Dominique Vidal. Très bien. Parce que moi, c'est pas Dominique Vidal ou l'interlocuteur, etc. Mais ça, c'est quand on est enseignant, c'est tout ce qu'on fait toute notre vie. Ouais. C'est-à-dire, il y a 30 élèves, il y a 30 étudiants, et il me suffit qu'une lumière s'allume. Et ça, je le tire du théâtre, parce que moi, j'ai adoré le théâtre dans mon enfance, et que j'étais le spectateur à la Comédie Française. J'avais 12 ans, 13 ans, j'ai eu la chance de voir plein de choses, au Théâtre du Soleil, dans les années 70, la Comédie Française, l'Odéon, etc. Et voilà, alors le public pouvait apprécier ou pas apprécier, mais si un spectateur avait été illuminé, et j'ai été illuminé souvent comme spectateur, et je pense que c'est de là, voilà. Alors, j'ai pas fait de théâtre, mais voilà, je dis mon propre texte, je suis sur une scène, voilà, il y a aussi des apparences, oui. Alors, pour les 60 ans de l'État d'Israël, en 2008, vous avez réalisé un entretien avec Samuel Gliesmeak, qui est dans cette salle, pour la revue Le Meilleur des Mondes. Et l'entretien était intitulé « On n'en a pas fini avec le sionisme ». Est-ce que vous ne craignez pas que après le 7 octobre, se produise un peu un effet inverse de la guerre des 6 jours, c'est-à-dire un désenchantement sioniste, puisque Israël a quand même failli à sa vocation première, qui est de protéger les Juifs. Alors, moi j'ai toujours pensé que l'État d'Israël doit assurer la défense de ses citoyens, juifs et non-juifs d'ailleurs, de ses citoyens israéliens. Et effectivement, il ne garantit pas qu'il est à toute épreuve. Et le fait est qu'en 1973, avec la guerre du Kippour, et en 2023, avec le 7 octobre. Désenchantement, oui, moi je vais vous dire, avec un peu d'inquiétude et avec un peu, je suis un peu moins optimiste. On dit toujours, ce qui est bien, c'est que tu gardes toujours une petite note d'optimisme. Je le suis moins aujourd'hui, je reconnais. Et je pense que le livre traduit un petit peu cette inquiétude. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Et je les analyse dans le livre. La première, j'ai un chapitre sur la diaspora. Je dis en gros, Israël, le sionisme d'une part, puis l'État d'Israël ensuite, mais surtout l'État d'Israël regarde la diaspora sous 2 angles. Ce que j'appelle la diaspora recrue, la diaspora partenaire. Voilà, c'est-à-dire recrue, c'est-à-dire ça va pas, vous voulez venir en Israël, bienvenue, et sinon on est partenaire, échange culturel, etc. Bon, Jewish Studies, on en parlait tout à l'heure. Et et là, c'est là où le livre a été pensé, réfléchi avant le 7 octobre, mais c'est là où il a été pénétré par l'événement. Et en ce sens, c'est quelque chose de neuf que je n'aurais pas sans doute conceptualisé de la sorte avant le 7 octobre. C'est que je dis, attention, en voyant, j'étais aux États-Unis la première partie de mon année sabbatique à Burlington, l'université du Vermont, et là, j'ai vu, à Burlington, j'en parle d'ailleurs, j'ai vu dans ma synagogue libérale, conservative, où j'étais, j'ai vu la synagogue, le public, l'auditoire, se diviser en 2 autour de la question d'Israël. Et donc, je conceptualise ça, et on l'a vu aussi en France. J'ai vu des étudiantes me parler, me dire « je suis juif antisioniste », etc. Et je dis « attention, est-ce que le fait de ne pas avoir résolu la question de la démocratie, la question des frontières, la question palestinienne, la question du pouvoir religieux dans telle qu'elle est aujourd'hui, pas telle qu'elle était dans les 50-60, est-ce qu'Israël, malgré lui, évidemment, n'est pas en train de créer ce que j'appelle, ce que j'ai conceptualisé comme une diaspora rivale. C'est-à-dire, en fait, comme dans les années 30, le Bund, etc., c'est-à-dire... Alors, il y a toujours eu cette diaspora, il y a toujours eu l'orthodoxie hostile au sionisme, etc., mais j'en traite, mais c'est une autre affaire. C'est-à-dire des gens qui disent, mais pour moi, non seulement Israël n'est plus central, dans les années 80, la grande discussion autour du diasporisme, Richard Marian Strauss, etc., c'était Israël n'est pas un centre. C'est une communauté parmi d'autres qui compte, importante, mais elle n'est pas au centre. C'était ça le nec plus ultra du diasporisme.
aujourd'hui, c'est non seulement, et ça je l'ai entendu, je l'ai vu, aux États-Unis et en France. Et en ce sens, cette année, pour moi, le fait d'être décentré, je le dis pas, mais il est bon de le préciser maintenant, la différence entre ce livre et tous les précédents, au-delà de cette dimension biographique qui, finalement, ne prend pas non plus toute la place, même si on en parle beaucoup ce soir, c'est qu'en général, tous mes livres, je les ai écrits en Israël. Celui-là, je l'ai écrit, et c'est pour ça que j'ai mis à la fin tous les noms de lieux. Et en général, les livres, je les ai portés de 2 ans au moins, 2 à 3 ans. Celui-là, en 1 an. Et pourquoi je dis cela? Parce que quand j'ai vu cette diaspora rivale, jeune, étudiante, je me suis dit, ça, qui disent, non seulement Israël n'est pas au centre, non seulement Israël n'est pas une référence, mais Israël, et je me souviens, c'est un moment dont je parle dans le livre, justement en ouverture de ce chapitre sur la diaspora, des gens qui éructent Israël, qui détestent Israël, j'en ai vu, mais 13 à la douzaine, dans ces rencontres-là, en France et ailleurs, etc. Des Juifs qui détestent Israël, comme je les ai vus aux États-Unis, mais qui le disent en pleurant, Israël, troubling my spirituality, trouble ma spiritualité, en pleurant. Pas je hais Israël et on connaît des Juifs. C'est autre chose. Et encore, je dis même ceux-là, ils sont reliés à Israël, même en le détestant. Mais c'est pour ça que je peux même les inclure en quelque sorte. Mais là, c'était, et je me dis, il ne suffit pas de dire, il y a des Juifs antisionistes, allez, rééditons pour la 10e fois Théodore Lessing, La haine de soi. Et avec ça, on a terminé, on a résolu le problème des Juifs antisionistes. Je dis non, si on est responsable, si on se sent... Moi, ce qui m'intéresse, c'est là où je peux avoir parfois même des dissensions avec des intellectuels juifs en France ou ailleurs, c'est pas ce sont des brebis galeuses. Ça ne m'intéresse pas, cette explication des brebis galeuses. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qu'Israël a fait pour produire. Alors, je ne dispense pas de leur responsabilité d'avoir assumé cette position-là ou cette posture-là. Je dis qu'est-ce qu'on peut faire, nous, et en quoi nous avons fabriqué, nous avons participé de cette fabrication de ce que j'appelle une diaspora rivale, c'est-à-dire non pas Israël. Et un dernier point peut-être sur ce rapport à la diaspora, parce que ça me paraît essentiel. Je dis dans le livre, c'est pas possible que le seul regard qu'Israël porte sur la diaspora partenaire, c'est de lui dire, tu es partenaire, mais un jour tu seras une recrue. Voilà. Ça, je ne suis pas. Et je suis sioniste, et je dis bienvenue à tous les Juifs qui décident de venir, par nécessité ou par volonté, et de préférence par volonté. Mais je suis incapable, et sans doute à cause de cette formation républicaine, je suis incapable de vous regarder ce soir et de vous dire, vous allez bientôt venir là, vous allez voir là, vous êtes foutus là, c'est fini. Là. Je déteste. Alors justement, pour finir sur ce binôme Israël-diaspora, ça me fait penser qu'il y avait une blague qui circulait en Europe de l'Est avant la Shoah, où c'est un bateau qui fait Odessa-Haïfa, qui croise un bateau qui fait Haïfa-Odessa, et ils se rapprochent et tout ça. Et au milieu, au moment où ils se croisent, les deux se regardent et ils font comme ça. Et alors, justement, comme vous avez beaucoup voyagé aux États-Unis, en France, en Israël, que vous avez ce double regard, ici en France, on considère que les choses sont quand même beaucoup dégradées, qu'il y a un changement de nature, pas juste d'échelle. Ouais. Comment vous vous sentez Alors, je le dis, il y a un moment, je parle de cela à propos de l'élection présidentielle où je dis de 1960, j'aurais pu voter à partir de 1981, j'avais donc plus de 18 ans, et j'ai toujours refusé de voter à une élection présidentielle en disant je n'ai pas à départager, quand bien même j'en ai le droit, je n'ai pas à départager entre François Hollande, Nicolas Sarkozy, entre voilà, tous les candidats qui se sont opposés, Mitterrand, Giscard d'Estaing, etc. Voilà. Et j'ai fait 2 exceptions. Au 2e tour, parce que le premier, je n'ai pas tranché pour les mêmes raisons. Je ne paye pas mes impôts en France, les décisions qui seront prises par un président français ne pèseront pas directement sur moi, etc. Et j'ai fait 2 exceptions, effectivement, en 2017 et en 2022, au 2e tour, pas pour le candidat pour qui j'ai voté, mais contre la candidate qui se présentait contre lui. Voilà. Parce que je me suis dit, et pourquoi je l'ai fait? En me disant,
Ma position de principe, c'était je n'ai pas à intervenir sur le choix des Français. Et à un moment, je me suis dit, mes amis français, juifs ou non juifs, ne me le pardonneront pas. Tu aurais pu voter, tu n'as pas voté. Et c'est pour ça que je ne vote que dans ces situations extrêmes. Si demain sont des candidats au deuxième tour qui sont républicains, je n'hésiterai pas à ne pas me présenter au bureau de vote. Et je dis, à propos... Parce que l'extrême gauche... Alors c'était dans le contexte de Marine Le Pen qui avait dit plus de binationalité. Et je dis, s'il n'y a plus de binationalité, je renoncerai à ma nationalité française. Parce que, et en dépit de toutes ces références et de toutes ces... Voilà, oui, c'est quand même... venant de vous, ça n'étonne personne que vous teniez ces propos sur l'extrême droite. Mais ici, le changement, il a eu lieu surtout à l'extrême gauche. Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose un basculement là? Alors, tout à fait. De toute façon, vous savez, après le 7 octobre, je crois que je le dis, pendant un mois, j'ai refusé de parler publiquement. Toutes les interviews, écrit une opinion, page JD, page rebond de Libé, du Monde, Figaro, j'ai tout refusé. J'ai dit pendant un mois, je suis dans le deuil, je veux être habité par les récits, des témoins, et je n'ai pas envie de dire Netanyahou, quelles conséquences politiques, la défaillance des services de sécurité, qu'est-ce que ça dit. Je ne voulais pas. Et puis un mois après, j'ai pensé que voilà, j'avais fait mon deuil et que je pouvais commencer à m'exprimer. Et comment dirais-je, et je dis, et je pense que ce livre répond à ce défi-là. Est-ce que c'est un livre qui aurait pu être écrit remis à Emmanuel le 6 octobre, 23h59? Non. Il est imprégné par l'événement. Ce n'est pas une enquête sur le 7 octobre, ce n'est pas sur les conséquences, mais chaque chapitre, j'en dis quelque chose. Et ma position, c'est, et je le dis souvent d'ailleurs avec une formule comme ça un peu incisive, c'est quand quelqu'un dit ce qu'il disait auparavant, je lui dis mais ça t'aurais pu le dire le 6 octobre. Tu dis la même chose que ce que tu disais le 6 octobre. Et donc il faut bouger. Et moi, là où j'ai beaucoup bougé, et je dis mea culpa, parce que combien de fois j'ai reçu chez nous, en Israël, des Juifs de France me disant, de toutes les classes sociales, des élites aux classes populaires, me disant la caricature de Plantu dans Le Monde, le dessin dans tel journal, le propos tenu par X ou par Y, etc. Et obnubilé, je le concède volontiers, obnubilé par la question Israël-Palestine, la paix, etc., j'avais tendance, voilà, je reconnais, des années après, à sous-estimer l'importance, à dire mais c'est pas grave, je dis une caricature un peu comme ceci ou un peu comme cela, c'est pas ça le problème. Là, vous avez changé sur ça. Comment ? Vous avez changé sur ça. Et là, j'ai changé. Parce que j'étais ici de janvier à juillet, que j'ai enseigné à Sciences Po, dans le campus de Menton, qui est spécialisé Méditerranée-Moyen-Orient, et que j'ai fait un cours en anglais et en français sur le conflit israélo-palestinien. Et là, j'ai vu, c'est pas l'ignorance. Par exemple, souvent, ils n'y savent rien. Comme ils sont Méditerranée-Moyen-Orient, ils en savent quelque chose. D'autant que beaucoup venaient de pays arabes. Mais ce que j'ai vu et entendu, c'est pas tellement l'ignorance, c'est le biais. C'est le biais, c'est-à-dire une incapacité. On est à l'université. On est là pour présenter des différentes théories, différentes manières de construire. Et là, c'était unilatéral. Alors, c'est vrai que ça a rendu le cours une sorte de match de ping-pong, parce que je disais, moi, je ne vais pas vous laisser passer ces biais-là systématiques. Je vous donne un exemple. Je faisais travailler mes élèves sur des documents, dont la déclaration d'indépendance. Et je faisais passer 3 élèves, chacun 10 minutes, l'un pour présenter le point de vue israélien, l'autre le point de vue palestinien ou arabe, et l'autre le point de vue international, soviétique, américain, français, en fonction du document. Et une expérience qui m'a marqué. Donc un élève parle de la déclaration d'indépendance, point de vue israélien. Et je vois qu'il ne fait pas mention dans ces 10 minutes de l'article pour lequel on est allé manifester toute l'année 2023, donc pour moi c'était très frais, égalité politique complète avec les habitants arabes du pays, les citoyens arabes du pays. Et je dis, mais
vous ne m'avez rien dit sur ce passage-là, ce paragraphe-là. Il est quand même. Qu'est-ce que vous en dites? Et il me dit, oh, ben là, voilà, on voit le discours colonial, paternaliste. Et là, mais je suis sidéré, parce que nous, c'est avec cette phrase-là qu'on défilait, qu'on manifestait à Tel Aviv toute l'année 2023. Et donc, oui, c'est... alors ça, et puis ces déclarations politiques... il y a eu, Menton a été invité à Sciences Po, dans le campus Sciences Po, par l'association étudiante pro-palestinienne, Manuel Bompard, Rima Hassan et un de Tzedek, etc. Mais j'étais sorti, épuisé, fatigué, en disant mais c'est foutu, Sisyphe, voilà. Okay, c'est pas que mon rocher il était en haut de là, mais là c'était, si déjà il était à 1 degré au-dessus, là hop c'était dans un tunnel. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose de pourri dans ce royaume-là aussi. Ah voilà, exactement. Je voulais terminer, on va donner la parole au public tout de suite. Il y aura sûrement beaucoup de questions. L'épilogue du livre, c'est un hommage à une dame qui a été assassinée le 7 octobre, qui s'appelle Viviane Silver. Alors, ça représente quoi pour vous, cette dame? Voilà, d'abord, c'était, je voulais marquer le 7 octobre par sa figure, et parce que, je dirais, il y avait alors le sens obvi, si je puis dire, le sens... Le pshat. Voilà, exactement. Le pshat, c'est... alors, dans les réseaux sociaux, francophones ou non, la récupération de sa destinée. C'est-à-dire, c'était une naïve. Elle avait travaillé jusqu'à la veille de son assassinat pour permettre à des malades de Gaza de venir se faire soigner en Israël, etc. Elle avait des contacts en permanence. C'était une militante de l'égalité avec les Bédouins et les Arabes israéliens et de la liberté des Palestiniens. Et j'ai trouvé... Alors, au point, on peut le dire, Emmanuel, je peux prendre l'épilogue parce que... Voilà, la conclusion, voilà l'épilogue. Et j'avais dit, je cite, ce serait cracher sur sa tombe que de travestir le sens qu'elle a donné à sa vie après que ces assassins du Hamas lui ont ôté la vie. Alors, cracher sur sa tombe, c'est un peu fort quand même. Mais oui, mais là c'est Boris Vian, donc... Je suis obligé, voilà. Et le sens, voilà. Et j'ai voulu mettre cet épilogue d'abord pour lui rendre hommage, d'abord pour dire qu'on n'a pas le droit de se servir de sa fin tragique pour nier ses combats et la justice de ses combats. Et puis, et c'est là tout ce paradoxe franco-israélien qui est le mien. Est-ce que je peux lire, voilà, pour la fin, voilà. Je dis ceci. Il n'y a pas de panthéon en Israël, alors que sont légion celles et ceux à qui la patrie devrait être reconnaissante. S'il en avait existé, elle y aurait sa place. Certes, on n'aurait pas trouvé un seul des membres du gouvernement actuel pour lui rendre hommage. Mais fort heureusement pour la vie de l'esprit en Israël, il n'aurait pas manqué d'illustres écrivains pour accompagner l'entrée de ses cendres dans ce temple afin de représenter ce peuple de l'ombre, ce peuple de la nuit, qui œuvre depuis le premier jour pour la justice et la paix. Faute de panthéon, elle figurera à coup sûr comme l'une de ces 36 justes qui, selon la tradition juive, protègent le monde du chaos. Écoute Israël, le chant des partisans inconnus qui œuvrent pour la paix et la justice, pour Israël et la Palestine. Le Hamas a mis fin à ses jours, pas à son combat. Viviane Silver était son nom. Bien, ce que je voulais dire, justement, parce qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est que ce texte, c'est un hommage à Viviane Silver, c'est un hommage au combat qu'elle mène, mais c'est aussi un hommage à toute cette culture française qui a été la mienne, puisque si je parle de... Enfin, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont compris la trame souterraine. C'est le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. C'est pour ça que je parle du Panthéon. Quand je dis on n'aurait pas trouvé un seul membre du gouvernement actuel pour lui rendre hommage, c'est parce que j'ai l'image de De Gaulle, Pierre Messmer, etc. Et quand je dis oui, mais fort heureusement, il n'aurait pas manqué d'illustres écrivains pour accompagner l'entrée de ses cendres, c'est bien sûr à Malraux, parce que j'ai montré à tous mes étudiants à l'Université de Tel Aviv, quand j'ai enseigné la civilisation française de 89 à aujourd'hui, ils ont tous vu le discours d'André Malraux. Et quand je dis ce peuple de l'ombre, ce peuple de la nuit,
C'est parce que, et c'est là où, au-delà de l'hommage à Viviane Silver, parce que c'est vrai que j'ai toujours, en français, dans la littérature française, une prédilection particulière pour les oraisons funèbres. Alors, c'est pas du Bossuet, j'ai pas fait... voilà. Non, mais c'est vrai, comme genre littéraire. Un peu aussi le pastiche, d'ailleurs. Un peu... Mais quand je dis... je fais... Et c'est là la double culture, c'est-à-dire les 36 justes, la même de... Mais quand je dis « écoute Israël », bien entendu que tout le monde entend « Shema Israël ». Mais pour moi, c'est également pas... Ça ne remplace pas Shema Israël. Mais c'est Malraux qui dit « écoute, jeunesse de France », etc. Et le chant des partisans, parce que si vous vous souvenez de ce moment-là, on entend le roulement de tambour, c'est la fin du discours de Malraux, et à ce moment-là, le chant des partisans qui... Et voilà, c'est moi à nu, c'est-à-dire, ben voilà, je suis nourri de ces deux, de ces cultures, et même quand j'écris, même si la trace extérieure ou mot à mot, le pshat, comme tu disais, c'est le combat pour la paix, mais c'est aussi ces images-là. En 1964, je n'ai pas assisté à la cérémonie, mais j'en ai vu, je l'ai dit souvent puisque je l'ai montré, et c'est ainsi que j'ai voulu les rendre hommage, c'est-à-dire et à partir de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle était, mais aussi à partir, alors pour le lecteur français, pour voilà, lui envoyer des signaux en quelque sorte, des signaux de reconnaissance. Bien, merci beaucoup, Denis Charbit. Cinq minutes de questions. Il faut des questions rapides et courtes. Et après, il y aura une signature du livre par Denis Charbit. Bonsoir et merci infiniment pour cette transmission de vitalité absolument incroyable. Alors, certes, je ne voudrais pas du tout qu'on sorte de là complètement flippé avec la question que je vais poser. Mais malgré tout, je crois que vous avez quand même peut-être un tout petit peu évité une nuance, une précision, ou peut-être que la question n'a pas été suffisamment approfondie. Vous avez parlé de votre, pas pessimisme, mais vous n'avez pas dit pessimisme, vous avez dit moins optimiste qu'avant. Et je voudrais que, peut-être en quelques minutes seulement, enfin je ne sais pas, comme vous voulez, mais vous qui aimez tellement les mots, comment vous parleriez de ce pessimisme et pourquoi? Comment je parlerais de ce pessimisme, enfin de ce non-optimisme plutôt, ou de ce moins d'optimisme qu'avant, et pourquoi? Je pense que l'optimisme, je l'avais dans la première partie de l'année 2023. Je raconte comment j'ai participé à ces mouvements-là de manifestation. Et le pessimisme, alors c'était bien sûr le massacre de masse du 7 octobre, qui m'a, voilà, comme nous tous, on a dit, sidéré. Et le pessimisme que je ressens aujourd'hui, c'est sans aucun doute comment on a transformé cette question des otages en une question politique. Et je veux être très clair. Je trouve qu'il y a dans ce débat-là quelque chose qui relève d'un véritable dilemme cornélien. La raison d'État, c'est presque Antigone. Hein. Cette histoire-là, c'est Antigone. Là, il s'agissait d'enterrer son frère chez Échille, et là, Sophocle, pardon, et dans la situation que nous vivons, c'est libérer ceux qui sont vivants et permettons précisément d'enterrer ceux qui ne le sont plus. Donc c'est la raison d'État contre le contrat social. Qu'est-ce qu'un État doit à ses citoyens? Et lorsque, cette dernière semaine, on a brutalisé les familles des otages dans la répression à la matraque ou à cheval. Quand on n'entend pas cette douleur, quand on n'est pas capable, je ne dis pas forcément en accédant à leurs requêtes, mais en étant capable de mettre des mots sur leur souffrance, je dis que voilà, quelque chose de plus, si je puis dire, c'est pourri. Parce que ça vient d'en haut. Ça me rend profondément pessimiste. Et puis parce que, je dirais, moi, ce que j'ai
je pense avoir toujours combattu, et que je combattrai encore, c'est la bonne conscience. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où Israéliens, et je dirais que c'est ça pour moi, au-delà des morts, au-delà des horreurs, je redoute que ce qu'il ressorte de cette guerre, c'est d'avoir réussi à déraciner chez les Israéliens l'idée qu'une paix est possible et de déraciner également chez les Palestiniens l'idée qu'une paix est possible. Et si on en arrive là, alors quoi? Pour être une Sparte encore plus, etc., et qui faillira à un prochain 7 octobre qui n'aura pas lieu dans l'immédiat, mais qui pourrait avoir lieu un peu plus tard. Je vais dire une chose banale, ordinaire. Quel avenir nous laissons à nos enfants? Quel futur? C'est nous, c'est notre génération qui a porté 48, 67, 73. Et ce sentiment que le dialogue n'est plus possible, qu'on ne peut plus discuter entre nous, pas simplement entre Israéliens et Palestiniens, qui est déjà en soi un problème, voilà ce qui me rend un peu plus pessimiste. Je pense que... et je suis là, je le cite également, une des pièces de théâtre que je préfère, enfin, voilà, dans tout le répertoire, c'est Le mystère de la charitaine Jeanne d'Arc de Péguy. Et il y a ce passage dans lequel il dit il faut des années, du travail et travail pour faire un homme, il faut 1 minute pour tuer un homme. Il y a le parti du sabre et il y a le parti de la charrue. Ben, je serai toujours du parti de la charrue. Je creuserai mon sillon. Avec le sentiment, alors, que voilà, ce qui est terrible, c'est que on est de plus en plus dans une période, en France comme en Israël et en Palestine, où la seule version du conflit qu'on a est une version manichéenne dans laquelle chacun incarne le bien et puis l'autre incarne le mal. Et ça, pour moi, c'est irrecevable. Et comme j'ai le sentiment que ce discours manichéen l'emporte, mais pas seulement au niveau du pouvoir et du gouvernement. Un gouvernement peut avoir de nouvelles élections et être battu, etc. Mais au niveau des consciences, voilà, je suis inquiet. Et puis, je le dis avec beaucoup de pudeur et je dis... c'est la première fois, voilà, c'est la source de ce pessimisme. C'est la première fois depuis 50 ans que j'habite en Israël que je me suis posé la question, quelles sont les lignes rouges qui, si elles étaient franchies, feraient que je ne serais plus capable de cautionner ce qui se ferait en mon nom. Voilà. Et je ne veux pas d'exil, je ne veux pas... et ce qui est à propos de... On a évoqué tout à l'heure, à propos de le bateau Haïfa-Odessa, Odessa-Haïfa, en 2022, un mois plus tard, un mois après les élections du 1er novembre 2022, j'ai écrit un article qui a été publié dans AOC et je disais, de la même manière que les Juifs de diaspora ont dans la tête, une petite case qui leur dit, si ça tourne mal, je peux aller en Israël, il y a un phénomène inverse, c'est-à-dire qu'il y a quand même un bon tiers d'Israéliens qui ont une double nationalité, donc ils n'auront pas à demander l'asile politique. Mais beaucoup d'Israéliens, aujourd'hui, ont une case dans la tête, on se dit, si ça tourne mal, parce que ce qui nous manque, c'est une vision... le conflit, il existe depuis le début, mais il y avait toujours une vision du futur, une vision optimiste, une vision, ça va s'arranger, ça a commencé, les accords d'Abraham, ça date, même si ça a échoué, les accords d'Oslo. Et là, le discours est blindé. Il n'y a plus de vision du futur dans laquelle on pourrait s'entendre. Il n'y a qu'un discours de puissance, de force nécessaire. Et ça m'inquiète. On est obligé de s'arrêter. Vous êtes donc privé. Alors pendant les signatures, je répondrai aux questions s'il y en a. Voilà.